Tout de suite, c'est l'invité de la matinale. Véronique Descag, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT. La CGT a appelé à une nouvelle journée de mobilisation le 19 avril, journée de mobilisation interprofessionnelle. Pourquoi vous refusez d'y participer ? D'abord, on a été invité par la presse. Enfin, on a appris que cette réunion existe, cette manifestation était proposée par la presse. C'est qu'un problème de forme ? Non, c'est pas qu'un problème de forme, c'est aussi un problème de fond. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de secteurs d'activité, y compris dans la fonction publique, qui sont en grande difficulté, qui ont eux-mêmes leur agenda, leurs revendications, leurs mouvements, leurs grèves parfois. La CFDT y est très impliquée. Et nous, on pense qu'à vouloir faire converger toutes les luttes, ce que la CGT théorise sous le terme convergence des luttes, finalement, on noie les revendications des uns et des autres et on a peu de chances d'aboutir aux revendications concrètes. C'est contre-productif pour vous ? C'est clairement contre-productif. C'est-à-dire faire converger toutes les colères, ça ne fait que multiplier les colères. Ça n'offre aucun débouché, aucune perspective, ça ne met en visibilité aucune des propositions concrètes qui existent pour sortir des difficultés dans lesquelles sont les salariés de Carrefour, les salariés des EHPAD, etc., etc. Donc nous, on préfère se concentrer à la fois sur les mouvements dans les secteurs professionnels ou dans les entreprises qui ont des problèmes, et puis surtout sur les revendications que porte la CFDT pour les faire aboutir. Mais cette convergence des luttes, le fait de mettre beaucoup de monde dans la rue, est-ce que c'est pas ça qui peut faire bouger le gouvernement ? On l'a vu en mai 68, en 95, en 2006 sur le CPE. Est-ce que vous n'avez pas plus de chances de faire avancer certaines idées, défendre les salariés sur d'autres ? On le sait bien, nous, parce qu'on était dans la rue aussi en 1968. C'est là que la CFDT a obtenu la création de la section syndicale et on y était aussi pour le CPE, dont on a obtenu le retrait. Donc c'est bien ça le sujet, c'est de mettre beaucoup de monde dans la rue. Donc il suffit pas de claquer des doigts quand on est dans une organisation syndicale, dans un siège à Paris, pour dire il faut faire une manifestation. Il faut vraiment vérifier que l'aspiration, elle vient des salariés eux-mêmes. Ce sont pas les organisations syndicales qui font le succès d'une manifestation et d'une grève, ce sont les salariés, parce qu'ils considèrent qu'on porte atteinte à leurs droits, à la sécurisation de leur parcours professionnel, à leur accès à la protection sociale, par exemple. Mais après la manifestation du 22 mars, à la base, les fonctionnaires ont appelé à descendre dans la rue. Est-ce que vous n'avez pas trouvé qu'il y avait suffisamment de fonctionnaires, qu'il fallait qu'ils se battent justement pour défendre un certain nombre d'avantages qu'ils peuvent avoir aujourd'hui ? Je crois que tout le monde, tous les observateurs ont bien vu que le 22 mars, il y avait beaucoup de cheminots inquiets pour les raisons qu'on connaît bien dans la manifestation. Mais peu de fonctionnaires et dans la manifestation et encore moins dans le nombre des grévistes. Beaucoup de grévistes du côté de la SNCF, ce qui signifie que le gouvernement serait bien inspiré d'écouter l'inquiétude des cheminots et d'y répondre. Mais pour revenir sur les fonctionnaires, est-ce que vous êtes du coup davantage du côté du gouvernement en disant qu'il n'y avait pas suffisamment de fonctionnaires dans la rue, donc ça veut dire que le plan est plutôt accepté ? Alors nous, on est du côté... Je rappelle ce plan, il y a quand même 120 000 fonctionnaires qui doivent être, enfin de postes qui doivent être supprimés. Il y a un certain nombre d'avantages, plus de contractuels, moins de statut de fonctionnaire. Non, nous, pas du tout. Nous, on est du côté des agents de la fonction publique. Il y a évidemment un certain nombre d'orientations qui sont sur la table, qui ne nous conviennent pas, mais on est dans la négociation. Et d'ailleurs, la CFDT n'exclut pas d'organiser des manifestations si elle sent que les fonctionnaires sont prêts à se mobiliser au mois d'avril, au mois de mai, par exemple. Rien n'est exclu dans les modalités d'action de la CFDT, mais la première modalité d'action, c'est les propositions que la CFDT fait sur la table pour faire évoluer le statut. La CFDT vient de signer, par exemple, la question de la mobilité des agents de la fonction publique qui offrent des droits nouveaux à un certain nombre d'entre eux en garantissant leur pour pouvoir aller dans le privé, revenir leur carrière, s'ils sont mis en disponibilité. Donc c'est quelque chose, c'est une avancée très importante à la fois pour les agents de la fonction publique. Ceux qui sont concernés, d'ailleurs, je le signale, sont à 67% des femmes qui font cette mobilité parfois. Donc voilà, quand il y a des choses qui sont mises sur la table qui nous conviennent, on s'engage. Quand il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on fait des contre-propositions, on discute avec les agents de la fonction publique, c'est bien ça le nœud du sujet, et s'ils sont prêts à se mobiliser, alors on se mobilise avec eux. Alors on va écouter Gérald Darmanin, qui est le ministre des Comptes publics, qui a pris la parole sur ce sujet ce matin. Un nombre de suppressions de postes de 1600. Le gouvernement précédent avait créé 14 000, donc on n'arrête pas un paquebot qui va vite. Il faut d'abord qu'on réforme le pays. On va d'abord réformer la politique publique, c'est le cas d'Action publique 2022, et ensuite on en tirera des conséquences en nombre d'agents. Si nous décidons de fusionner des services, il est évident que nous ferons des propositions de plan de départ volontaire, et c'est d'abord la condition de la réforme qui permettra le nombre d'agents et pas l'inverse. Le plan de départ volontaire, il a été annoncé par le gouvernement. Vous trouvez que c'est normal, vous, dans la fonction publique ?
Moi, je vais vous dire, je suis toujours inquiète quand c'est Bercy qui nous explique qu'il faut réformer l'action publique. Parce que l'action publique, ce qu'on reproche aux réformes de la fonction publique dont on parle depuis des années, c'est leur angle exclusivement budgétaire. On parle tout de suite de quelles économies, quels postes à supprimer. Alors qu'il faudrait d'abord avoir un débat large, y compris avec les citoyens, mais aussi avec les agents, sur de quelle action publique on a besoin dans un pays moderne, dans le nouveau monde, pour reprendre la dialectique du président de la République. De quelle action publique avons-nous besoin? Et à partir des réponses à ces questions fondamentales, alors on réforme l'action publique et on regarde comment on peut améliorer la mobilité d'un poste à l'autre, améliorer la mobilité entre fonctions publiques, pourquoi pas. Il y a de vrais sujets qui peuvent... Mais un plan de départ volontaire dans la fonction publique, vous pensez que ça peut marcher? Il y en a déjà eu qui avaient peu marché, hein, parce que tous les plans de départ volontaires dans la fonction publique ou dans le privé, je m'en méfie, parce que derrière le plan de départ volontaire, il peut y avoir des gens qui trouvent des opportunités pour faire exercer une mobilité professionnelle, pourquoi pas. À ce moment-là, il faut les accompagner. Mais il y a aussi souvent des gens qui sont confrontés à des situations de travail difficiles, à des conditions de travail pénibles, et qui peuvent se dire je m'en vais et puis je vois après ce qui se passe. Et souvent, on les met dans une impasse. Donc moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est comment on accompagne les gens qui veulent éventuellement changer de métier, comment on sécurise leur parcours, comment on leur permet de revenir dans la fonction publique, par exemple, si ils s'aperçoivent que bon, ça leur convient pas ou qu'ils ont un autre projet, plutôt que de dire on vous donne un chèque et vous partez. Les concertations sur la réforme de la fonction publique, elles s'ouvrent justement aujourd'hui. Hier, plusieurs syndicats se sont inquiétés de la version finale du texte. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'il vous convient? Non, on n'a pas vu la version finale du texte. Ça serait bizarre de voir une version finale du texte avant de commencer les concertations. Des propositions. Hein. Donc voilà, des propositions. Non, donc les propositions sont sur la table. La CFDT va, comme toujours, avec ses propositions. Et puis, elle verra bien quand les premières séances auront commencé. S'il n'est pas possible d'avancer, si la logique reste budgétaire, si la logique reste celle de Bercy, eh bien la CFDT saura mobiliser les fonctionnaires. Est-ce que vous avez l'impression que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on discute bien et c'est fluide entre les syndicats et le gouvernement? Est-ce que vous avez l'impression d'être mieux entendu ou pas que sous François Hollande? C'est pas un mystère que Emmanuel Macron a une conception de la démocratie sociale et donc des gens qui la font, c'est-à-dire les organisations syndicales et patronales aussi, assez péjorative. Et se rajoute à cette difficulté le fait que lui-même, à l'intérieur de l'organisation de son gouvernement, dans sa pratique du gouvernement, il laisse les gens parler, puis ensuite il tranche à la fin. Ce qui fait que, y compris quand on discute avec les ministres ou les cabinets ministériels, ils sont parfois eux-mêmes dans la capacité de nous dire ce qui va être tranché à la fin. Donc ça limite quand même les capacités de discussion, les capacités de concertation, voire les capacités de négociation quand des sujets sont renvoyés à la négociation, comme ça a été le cas sur la formation professionnelle et l'assurance chômage. Alors c'est une méthode un peu maligne au sens maléfique, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce que on est dans une négociation où on croit répondre aux attendus qui sont posés sur la table, et puis où à la fin, celui qui tranche fustige le compromis qui a été trouvé et décide de faire autrement. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on réforme un pays au fond, parce que autant la CFDT peut partager l'idée qu'il faut réformer en profondeur le pays pour le moderniser, pour donner plus d'autonomie, plus de pouvoir agir à ses citoyens. Mais on ne peut pas le faire d'une façon autoritaire, on ne peut pas le faire en ne parlant pas, ou on ne peut pas le faire en faisant semblant de parler, et puis en prenant des décisions autoritaires à la fin. Surtout quand ces décisions, elles sont, encore une fois, j'y insiste, parce que sur l'assurance chômage, c'est bien ça, le résumé de l'histoire, c'est qu'à la fin, c'est Bercy qui décide que de toute façon, tout ça, c'est bien gentil, mais qu'au bout du compte, il va falloir faire des économies. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète. C'était une mauvaise négociation sur l'assurance chômage? La négociation, elle a été bonne puisqu'elle a permis à la fois de tenir les promesses du président de la République qui avait dit il faut indemniser un certain nombre de démissionnaires, on l'a fait, mais à la fin le gouvernement dit ah oui mais c'est pas tout à fait comme ça que j'aurais fait les choses, donc il rajoute des dépenses, le gouvernement rajoute lui-même des dépenses à ce qu'ont fait les partenaires sociaux, et puis après il nous dit ah oui mais alors il faudra quand même faire des économies et il faudra donc réduire les droits des autres demandeurs d'emploi. C'est ça qui est dans la loi aujourd'hui, dans le projet de loi aujourd'hui, que celui-là, on a vu parce que les journalistes l'ont eu, et c'est ni ce qu'on avait négocié, ni ce à quoi le gouvernement s'était engagé. Le gouvernement, le président de la République lui-même avait dit « je ne diminuerai pas les droits des demandeurs d'emploi ». Or, aujourd'hui, on voit bien que sous la pression des finances,
le projet, c'est in fine de diminuer les droits des demandeurs d'emploi, et ça, la CFDT ne l'acceptera pas. La collecte par les URSSAF des fonds de formation professionnelle va passer par ordonnance. Est-ce que pour vous, c'est un coup dur également? Non, c'est pas un sujet, ça. C'est pas un sujet de qui collecte. La méthode des ordonnances, vous, ça vous choque pas plus que ça? La méthode des ordonnances, on l'a déjà dit maintes fois, c'est un sujet plutôt entre le gouvernement et sa majorité parlementaire, enfin en tout cas les parlementaires. Il ne faut pas que les ordonnances empêchent le dialogue social. Donc c'est bien ça notre axe majeur. Si les ordonnances c'est fait pour aller vite et squeezer le dialogue social, alors non, c'est une méthode qui ne nous convient pas. Les ordonnances, elles peuvent, ça a été fait avec le marché du travail, laisser de la place à un temps suffisant et surtout à des espaces suffisants pour le dialogue social. Il ne s'agit pas de dire on laisse 2 mois et puis on fait 350 réunions. Il faut que dans les réunions, il y ait un travail productif. Il faut qu'on ait le sentiment que justement les ministres en face de nous, ils aient des marges de manœuvre pour accepter les propositions qu'on fait. Or, on n'a pas ce sentiment aujourd'hui. Il y a une grève perlée qui a été décidée à la SNCF à partir du 3 avril. La CFDT cheminot a appelé à cette grève perlée. Vous suivez la CFDT cheminot ou il y a une petite désolidarisation entre la base et vous? Non, il n'y a aucune désolidarisation. On suit d'autant plus les cheminots et la CFDT cheminot, qu'on est typiquement avec ces discussions sur la SNCF, dans le cas que moi j'ai connu sur l'assurance chômage et que des collègues ont connu sur la formation professionnelle, c'est-à-dire des réunions dans lesquelles le gouvernement ne met rien sur la table. Donc quand il n'y a rien sur la table, on ne peut pas discuter. Donc la CFDT, depuis longtemps, a des propositions sur l'évolution de la SNCF, parce que la CFDT est consciente que manque d'investissement, il y a un certain nombre de difficultés à la SNCF. Donc on a des propositions depuis longtemps, on les fait, et en face, pour l'instant, pas de réponse. Donc il y a des réunions qui doivent se tenir encore cette semaine. Vendredi, Elisabeth Borne doit annoncer le bilan de la concertation. Donc, vous êtes inquiète? Alors, c'est-à-dire que si elle annonce le bilan alors qu'elle n'a encore jamais rien écrit et qu'elle n'a encore rien mis sur la table, oui, ça nous inquiète. Il faut que vendredi, elle arrive plutôt qu'avec un bilan, elle arrive avec des propositions et qu'elle dise ce qu'elle retient des propositions qui ont été mises sur la table. On va l'écouter justement, la ministre des Transports. Nous discutons sur l'ouverture à la concurrence. Ces discussions, elles sont utiles. On parle de sujets très concrets. Les organisations syndicales ont pointé un certain nombre de sujets que je vais prendre en compte. Et je présenterai demain les dispositions de la loi que le gouvernement propose sur ce sujet. Donc ça veut donc dire que cette partie de la réforme ne sera pas par ordonnance, mais que la discussion, elle aura lieu dès la semaine prochaine sur ces dispositions de loi. Pas d'ouverture à la concurrence, en tout cas par ordonnance. Vous, ça vous inquiète ou pas ça? Non, au contraire. Encore une fois, ça va bien, à condition de savoir ce qu'il y aura sur la table vendredi et de savoir quelles sont les marges de manœuvre qui restent à la discussion. Encore une fois, la concertation, je crois que ce gouvernement a un problème avec ne serait-ce que ce mot concertation. La concertation, ça ne consiste pas à écouter les bras croisés les gens qui viennent vous faire des propositions et puis tout d'un coup de faire descendre une décision qui vient d'en haut sans qu'elle ait été vraiment discutée, argumentée. Donc là, vendredi, on connaît les grandes lignes là. Vendredi, la fin du statut de cheminot, à la concurrence. La fin du statut de cheminot, c'est quelque chose que la CFDT n'a pas décidé d'accepter d'emblée. C'est pas un objectif. D'emblée, mais c'est pas un non définitif non plus. Si, le statut de cheminot, la CFDT attend encore qu'on lui fasse la démonstration qu'il est, de quelque façon que ce soit, responsable des difficultés de la SNCF aujourd'hui. Et ça, je suis désolée, mais la démonstration ne peut pas en être faite. Vous savez, le statut de cheminot, ce n'est pas qu'un long chemin semé de roses. Le statut de cheminot, c'est aussi plus de 60% des salaires pas loin du SMIC, c'est aussi des niveaux de retraite assez faibles, etc. Donc, faut arrêter de fustiger toujours les cheminots. Il y a des sujets qui sont sur la table. Il faut que le gouvernement écoute les propositions des organisations syndicales et ne dise pas « j'organise X réunions et à la fin, je décide ». Je vous propose qu'on écoute Guillaume Pépi. On assume le fait que c'est une grève qui va beaucoup pénaliser les Français. 18 fois 2 jours, c'est-à-dire 36 jours, et c'est une seule et même grève contre la réforme du système ferroviaire. Et donc les règles normales de l'entreprise s'appliquent. Et ce que je peux vous dire, parce que je suis dans l'entreprise depuis 20 ans, c'est que le droit de grève, il est intégralement respecté à la SNCF. Et d'ailleurs, il faudra aussi que le droit au travail soit intégralement respecté.
Le président de la SNCF qui évoque aussi ce mail de la CGT qui dit qu'il ne faut pas faire de zèle et qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir éventuellement du sabotage les jours où il n'y aurait pas grève. Est-ce que vous désolidarisez de ce mail? Bien sûr, bien sûr, il est en aucun cas question pour la CFDT de faire du sabotage. Mais 2 choses à ce que vient de dire Guillaume Pépi. D'abord, pour la CFDT, ce n'est pas une grève contre la transformation du modèle SNCF, ce n'est pas une grève contre l'ouverture à la concurrence, puisque la CFDT a des propositions sur ces sujets. Deuxièmement, si la grève, elle sera massive, il a raison de le dire, elle va pénaliser les Français parce qu'elle sera massive. Pourquoi? C'est parce qu'elle sera très suivie par l'ensemble des cheminots, qu'ils soient d'ailleurs cadres ou non cadres. L'ensemble des salariés de la SNCF, les fonctionnaires, mais aussi les contractuels. Il y a beaucoup de contractuels qui ont un statut encore plus défavorable, avec des rémunérations faibles, des conditions de précarité, une difficulté d'accès à la protection sociale. Donc il y a aussi ces situations-là à la SNCF. Donc cette grève, on le sait, elle sera très suivie à tous les échelons des salariés, des cheminots et des cheminotes. Donc c'est pour ça qu'elle va être pénalisante, comme dit Guillaume Pépi. Il ferait bien d'écouter ce que lui disent les salariés plutôt que de les fustiger. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Véronique Descac, secrétaire générale adjointe de la CFDT. Très bonne journée à vous, merci.